m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout est OK? Bienvenue dans la masterclass écotourisme mensuelle du cycle des masterclass écotourisme. Bonjour Julie, OK, Ismène, OK, tout est OK pour vous. Mélina, OK, Fabien, OK. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ce cycle de conférences. Bonjour Philippe, Fabien, et c'est super. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous eh bien, plus de 30 ans d'expérience et d'expertise dans ce domaine. Et dans une vision très spécifique de l'écotourisme qui est celui vraiment de la valorisation des ressources naturelles, de la régénération des écosystèmes et de la création de filières justement résilientes. OK, bonjour Jean-François, bonjour Mélanie. Alors, donc cette masterclass va durer à peu près 45 minutes, d'accord? Donc je vais vous exposer les éléments que je veux partager avec vous. Vous pourrez me poser vos questions, mais vous pouvez aussi, si vous avez un projet concret aujourd'hui, vous avez envie d'avancer sur cette thématique, eh bien prendre un rendez-vous. Alors, coucou Christian, Anaïs, voilà, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Logiquement, elle est enregistrée aussi, donc voilà, c'est pas systématique, mais quelquefois, en effet, donc il y a un replay si on a sur demande, au fait, uniquement sur demande. Alors, on va démarrer un peu. Aujourd'hui, donc on va parler, j'ai essentiellement vous parler de qu'est-ce qu'une offre écotouristique ciblée, pourquoi plus que jamais aujourd'hui c'est important de travailler sur une offre écotouristique ciblée et pourquoi les destinations qui ont vraiment travaillé sur ce type d'offre, eh bien finalement ont été reconnues en 2020-2021 comme des destinations résilientes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur une niche? Et aujourd'hui, on va parler de niche et de marché. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, ce qui m'a toujours motivé dans les territoires que j'ai accompagnés, puisque c'est souvent des territoires en crise, crise écologique, crise économique, crise sociale, eh bien, l'écotourisme est pour moi cet outil justement de redynamisation de l'écosystème et du territoire, et d'aller chercher dans ce territoire tout ce qu'il a de plus spécifique, tout ce qu'il a de plus singulier, pour le valoriser à travers un processus qui est celui de la création d'une USP, Unique Specific Product. Alors, d'abord, est-ce qu'il existe un écotouriste? Clairement, oui, il existe un écotouriste et il a des besoins spécifiques, lui aussi, comparé à tout simplement à un touriste voilà, qui va aimer le tourisme de nature et qui va être beaucoup plus généraliste finalement. Et donc, la vraie question aujourd'hui pour nous en France, est-ce qu'on est prêt à accueillir finalement cet écotourisme? Est-ce que la France est prête à devenir aussi une vraie destination écotouristique? Il y a 15 jours, j'étais sur le grand site de Saint-Guilhem où j'ai pu travailler de cela maintenant plus de 15 ans. Et j'ai été très triste de voir l'évolution en fait, de ce site et de voir qu'aujourd'hui, bien, le tourisme qui est pratiqué, c'est un tourisme de nature, mais un vrai tourisme de masse avec tous les impacts voilà, en termes de déchets, en termes de gestion, en termes de feu, en termes... Donc, ça veut dire que ce chantier, il est juste encore énorme en France et il y a énormément, énormément d'offres nouvelles à créer et d'innovation à apporter dans ce domaine. Donc, on est vraiment à l'aube d'un changement et qui, pour moi, va au-delà juste d'avoir une activité touristique
éco-responsable, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fin que l'éco-responsabilité. On va aller travailler le sens, l'authenticité, la notion de la rencontre, de l'accueil, la notion de contribution, contribution au vivant. On va chercher vraiment des valeurs intrinsèques et de l'engagement chez cet écotouriste. Donc finalement, qui est-il cet écotouriste? Eh bien, au fait, c'est quelqu'un qui rêve d'une autre vie qu'il n'a pas encore le temps de vivre pleinement, en fait. Et ce qu'il veut, c'est de faire de ses vacances une parenthèse où il va expérimenter cette nouvelle vie. Parce que ça pourrait être le dernier voyage qu'il va faire et qui va lui permettre de faire le switch, en fait. D'ailleurs, on avait fait une étude avec l'Organisation mondiale du tourisme, donc je vous dis de cela il y a 15 ans, sur l'écotourisme. Et ce qui était aussi ressorti dans, ce qui est recherché dans la typologie du séjour, c'est quelqu'un qui est aussi en quête de développement personnel et de croissance personnelle, qui veut contribuer, qui a un engagement très fort pour la nature, qui a investi en lui et qui veut faire de la période de ses vacances eh bien, un moment où il est aussi en quête de qui il est et comment il va pouvoir l'expérimenter. Donc, il est exigeant, il a des moyens et il va effectuer son voyage dans une conscience bien spécifique. Alors, pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien, sachez que vous pouvez me suivre donc déjà sur LinkedIn et à travers les masterclass que je vous partage de manière mensuelle. Et donc, c'est un cycle de masterclass où on travaille essentiellement sur la thématique de l'écotourisme. Donc, comment l'écotourisme peut augmenter l'attractivité? Donc, c'est vraiment 4 masterclass. Pourquoi une offre écotouristique à forte valeur ajoutée vous permet de fidéliser la clientèle, mais ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Et comment l'offre écotouristique peut être un élément de différenciation. Et enfin, comment on peut entreprendre grâce, et pourquoi c'est important d'entreprendre grâce à une offre ciblée. On va aujourd'hui essentiellement parler de la notion de marché et de niche, en fait. Alors, qui suis-je pour vous parler d'écotourisme? Donc, moi, ça fait maintenant plus de 33 ans que je suis expert international en écotourisme. Après avoir fait une pause de 5 ans pour créer mon entreprise sur le web et puis faire autre chose, parce qu'au bout de 25 ans, ben, j'en ai eu un petit peu assez. Après avoir mené plus de 125 projets, 23 pays et accompagné plus de 125 000 entrepreneurs, aujourd'hui, bien, dans le palmarès des destinations que j'ai créées, 2 destinations sont classées parmi les 90 plus belles destinations au monde, dont 2 ici en France, qui sont les Cévennes et le Mercantour, comme étant des destinations résilientes, la vallée d'Uzis et le territoire de la Garrotxa en Catalogne, qui sont vraiment des territoires que j'ai accompagnés pendant plusieurs années, où nous sommes allés de la vision, d'accord, de la destination à la mise en œuvre. Alors, j'aime beaucoup les oasis, d'autant qu'en 2022, je retourne dans ces territoires pour différents programmes et projets écotouristiques avec l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds tels que l'AFD et le Fonds français mondial pour l'environnement. Nous allons aussi travailler pour la première fois sur la valorisation des déchets, notamment de la mer, à travers des filières écotouristiques. Mais ça, je vous en dirai un peu plus, puisque c'est vraiment ce dont on va démarrer pour les 3 prochaines années, donc 2022, 23, 24, 25, sur différents territoires, aussi bien dans le pourtour méditerranéen, Afrique du Nord, et bientôt Polynésie française. Donc, plein de nouvelles études de cas vont arriver et d'échanges, pourquoi pas, avec les uns et les autres. Mais déjà, on va parler de la vallée d'Uzis, qui est aujourd'hui classée parmi les 90 plus belles destinations au monde. Et cette vallée, quand on a démarré, au fait, on est parti d'une situation de désertification totale. Et aujourd'hui, donc voilà, l'écotourisme a été un des moyens qu'on a utilisé pour régénérer les écosystèmes et régénérer tout le tissu social et économique. Aujourd'hui, on traverse une forme finalement de désertification, de sens,
de lien aussi, de recréer ce lien entre nous, la nature, le vivant. Voilà, je pense que la période que nous traversons est une période complexe et compliquée et qui nous oblige d'une certaine manière à nous remettre en question et qui a particulièrement secoué l'industrie touristique. Parce que pour moi, l'industrie touristique est une industrie hors sol. Et comme toutes les industries hors sol, eh bien, ce sont les industries les plus fragiles dans des situations de crise. Et pour moi, l'écotourisme, eh bien, c'est le moyen de revenir à nos racines et de créer des projets à partir de nos racines et de qui on est. Donc, à partir de cette notion de rencontre sincère, réelle, profonde, où on va partir de ce qui existe et puis créer tout un processus dans lequel on va apporter de la valeur ajoutée. Et donc, la première étape, ça a été vraiment de recréer d'abord des écosystèmes et de recréer, de régénérer au fait eh bien, des écosystèmes oisiens, un peu ce qu'on fait aujourd'hui à travers tous les projets régénératifs autour de la planète, que ce soit en agroécologie, en permaculture, etc. Et c'est ensuite à partir de ces projets-là, d'accord, et du lien que l'on peut avoir avec la biodiversité, qu'on va mettre en place tout un contenu pédagogique de sensibilisation. Et pour moi, l'écotourisme, c'est avant tout cela. C'est un processus d'éducation à l'environnement ludique, mais à travers le voyage, le séjour, à travers l'imaginaire, à travers l'expression de soi. Voilà, l'idée, c'est pas qu'on va comment dirais-je, envahir notre touriste d'informations et d'éducation. Mais c'est tout l'inverse, c'est tout un processus au fait de transmission. Et ça, c'est vraiment ce que j'aimais beaucoup au fait dans les oasis, c'était de créer ces itinéraires où on va à travers toute une approche ludique en lien avec la nature, valoriser et créer une destination étape par étape en travaillant aussi bien sur les patrimoines, en travaillant sur l'eau, en travaillant avec les enfants, en valorisant plein de produits du terroir, etc. Un peu ce que l'on fait déjà, n'est-ce pas, dans nos parcs naturels, nos parcs nationaux. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'aller beaucoup plus loin, au fait, dans ce processus-là, en allant chercher des histoires eh bien, qui vont nous permettre de nous positionner. Pour moi, ça commence par le storytelling. Et le storytelling commence par revenir à nos racines pour construire et finalement, aujourd'hui, remettre debout toute cette activité touristique justement avec un lien complètement différent avec la nature. Je vis dans le parc national de Porquerolles, où quasiment tous les étés, on a plus de 10 000 personnes qui arrivent tous les jours ici au niveau de la tour fondue, et c'est un quota parce qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Je crois que cette année, ils vont passer à 6 000 pour aller sur l'île de Porquerolles. Tout l'été, au fait, eh bien, c'est les mêmes conflits d'usage que l'on voit, incivilité, agacement, présence de la police et de la gendarmerie, euh, euh, les papiers, les poubelles, enfin voilà, enfin, plein d'impacts qui sont extrêmement négatifs et surtout qui finissent par créer des vrais conflits d'usage à l'échelle du territoire entre les populations locales et les visiteurs. Parce que, eh bien, ils ne sont pas réellement encadrés. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on va interdire une situation que, eh bien, on va gérer finalement cette situation. C'est vraiment une approche complètement différente et qui demande un temps de travail complètement différent et ça nous oblige à sortir des offres sèches du tourisme de nature. Et ça, c'est vraiment une des expériences qu'on a vécues et qui aujourd'hui est une très belle expérience inspirante au niveau des espaces protégés, qui est celle du parc national du Mercantour, où on a travaillé pendant 3 ans sur la création d'offres écotouristiques ciblées, qui se sont traduits par un guide que vous pouvez d'ailleurs avoir, je suppose, en le demandant aux différents offices de tourisme donc, du parc national, notamment il était sur celui de Saint-Martin de Vésubie, qui s'appelle Visages et paysages du parc national du Mercantour, où l'idée, ça a été aller à la rencontre de 30
à l'époque, quand on a démarré, professionnels du tourisme qui font partie de l'association Mercantour Écotourisme et où on a vraiment mis en lumière et mis en valeur leur histoire en lien avec leur projet et le territoire. Aujourd'hui, cette association regroupe 100 professionnels qui continuent à œuvrer dans ce sens-là et à développer cette démarche écotouristique. Et l'idée, ça a été par exemple, voilà, donc une des expériences, c'était de cultiver le safran à plus de 1500 mètres d'altitude et comment partir d'un hobby, parce que Caroline avait un hobby au niveau de la vallée de l'Ubaye, à créer toute une école finalement de nature. Et ce qui était intéressant, et aujourd'hui c'est aussi ça l'enjeu pour l'activité touristique, c'est sortir de la désaisonnalisation pour aller dans un tourisme beaucoup plus diffus tout au long de l'année, axé sur des thématiques, axé sur des parcours qui peuvent être entre le ludique et la formation, entre le séjour et le stage. Et donc, c'est vraiment une autre vision, en fait, du séjour que l'on va partager avec le visiteur. Et c'est cette autre vision qui va faire aussi qu'on va fidéliser finalement le visiteur. Quel est le poste qui coûte le plus cher pour une entreprise? C'est l'acquisition de nouveaux clients. Quel est le poste finalement qui aujourd'hui vous permet dans des situations de crise de traverser différemment? Eh bien, c'est la fidélisation de votre client. Sauf que dans un séjour, si vous adressez à un marché, vous vous adressez à un client qui est généraliste et donc qui va zapper d'un été à l'autre et d'une destination à l'autre. Si vous vous adressez à une niche de marché, c'est une autre approche que l'on amène sur cette niche et du coup, on va fidéliser au fait un client qui va s'engager sur une démarche parce que ça devient quelque chose, voilà, un projet gagnant-gagnant entre nous et le client. Et pour moi, l'écotourisme, c'est vraiment cette expérience-là qu'on va proposer aux visiteurs. Quand on a lancé justement le programme des oasis, on a commencé d'abord, il fallait reconstruire des hébergements, d'accord, écotouristiques, donc des écologes, des hébergements en lien avec l'architecture de terre, architecture bioclimatique, architecture classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, notre premier atelier, on l'a appelé les mains dans la terre. Et au fait, nos premiers artisans n'étaient pas des artisans spécialistes, il a fallu les former. Eh bien, ça a été des visiteurs qui sont venus fabriquer des briques. Et donc, ces premières briques, ça a été vraiment toute une symbolique. C'était les premières briques du projet et ça a été les premières briques de la revitalisation de tout un programme architectural qui, par la suite, est devenu un programme national, au fait. Eh bien, et cette histoire, c'est vraiment l'histoire qui, voilà, à chaque fois qui se répète, mais l'approche, le diagnostic que l'on va faire du territoire est différent juste d'un diagnostic où notre seule préoccupation, ça va être les flux, le type de séjour, le type d'offre, etc. Donc voilà, donc là, on va aller sur ce que j'appelle un diagnostic croisé et l'idée, ça va être plutôt un diagnostic où on part du processus de valorisation des ressources. Donc, nous sommes force de proposition, on n'est pas juste dans une étude de marché. Et ensuite, c'est de croiser finalement cette force de proposition avec quel est le besoin de mon marché et encore mieux, quel est le besoin de ma niche. Parce que finalement, aujourd'hui, comment je vais fidéliser cette niche, particulièrement dans le contexte actuel où on le voit clairement, depuis notamment la guerre, on traverse une période de ralentissement sur justement des sujets qui sont beaucoup plus généralistes. Et pour moi, l'écotourisme, c'est vraiment une solution résiliente et c'est pour ça que c'est une solution qu'on utilise essentiellement soit sur des questions de désertification ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire on est sur des destinations à forte biodiversité où là on ne veut pas ouvrir un territoire à quelque chose de beaucoup plus généraliste, qui est le cas aujourd'hui de certaines destinations avec qui je travaille, et où on va aller chercher un visiteur qui va contribuer à une logique, à un processus de contribution. Donc, on a à la fois une vision identitaire du site, du lieu, de votre projet, mais aussi une vision de votre projet à 5 ans. Comment vous voyez votre offre
évoluer dans les 5 ans? Comment vous voyez votre projet évoluer dans les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années, voire les 15 prochaines années? Les projets dont je vous parle, on a amené une vision à 15 ans et cette vision s'est réalisée et elle a même traversé cette période compliquée depuis 2020. La deuxième étape pour moi, c'est créer votre USP, créer cette offre, ce produit spécifique et unique, singulier. Oui, ça sera différent de quelque chose de beaucoup plus généraliste, mais ça va vous permettre de développer votre niche de marché qui sera une niche dédiée. Le deuxième point, c'est l'attractivité dans la durée et non pas l'attractivité par rapport seulement à des promotions, etc. C'est vraiment voilà, le concept que vous allez proposer qui va devenir attractif et qui va devenir une expérience unique pour votre client et qui va vous permettre de fidéliser vos clients. Depuis maintenant 4 ans, 3 fois par an, je crée des immersions, d'accord, qui sont dédiées à l'éco-entrepreneuriat, à l'écotourisme, qui sont des immersions qu'on l'on fait et que l'on réalise totalement sur le terrain. Eh bien, je peux vous dire que ma clientèle, en expérimentant ça, bah, c'est ce qui les intéresse, c'est pour ça qu'ils reviennent. Et donc aujourd'hui, je suis passée à complètement autre chose, c'est-à-dire que je co-crée des séjours totalement avec eux et c'est du sur-mesure et c'est ce qui leur permet eh bien, de relancer leur projet dans des délais de 6 mois, de 7 mois, de 8 mois. C'est le cas, par exemple, d'Alain qui, pendant plusieurs années, pendant 30 ans, a été uniquement dans la biodynamie et ça a été tout le travail qu'on a fait de le faire passer de la biodynamie à l'agroécologie qui a permis aussi de créer tout un nouvel agroécosystème et donc un projet en agroécotourisme. Et aujourd'hui, il a réalisé 2 de ses rêves, c'est-à-dire devenir formateur et accueillir et sensibiliser et puis surtout augmenter la biodiversité de son site et donc amener une autre visibilité à l'échelle de son territoire. Voilà pour moi pourquoi c'est extrêmement important de se positionner sur une niche ou un marché. Alors, c'est quoi une niche et c'est quoi un marché? Dans un écosystème forestier, d'accord, on a plusieurs strates. On a la strate arborée, on a la strate herbacée. Eh bien, si je devais définir niche et marché par rapport à ça, je dirais que le marché, eh bien, c'est votre strate, au fait. Ce n'est pas la strate arborée, c'est vraiment la strate arbustive, voire la strate herbacée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la première strate qui est piétinée par les sangliers, s'il y a du feu qui va brûler, c'est la strate la plus sensible et la plus fragile aux aléas climatiques et autres. Donc, dès qu'il y a un aléa, c'est celle-là qui disparaît. Ben, un marché, c'est ça. Un marché, c'est généraliste et quand il y a un aléa, eh bien, il va disparaître. Alors que si on prend le temps de construire l'écosystème forestier et que justement, on va s'occuper aussi de toute la strate arborée, donc des peuples, des arbres, etc., eh bien, pour moi, la niche de marché, c'est ça, au fait. C'est le peuple des cèdres, le peuple des chênes, etc., pour avoir travaillé sur les cédrés, etc., et sur les subérés. Et donc, eh bien, cette strate-là, c'est celle qui va traverser le mieux, que ce soit les feux, que ce soit les piétinements, etc. Et bien, ça, c'est une niche. Et la niche, c'est ce qui permet, dans les périodes difficiles, justement, de traverser. Mais ça prend plus de temps parce qu'il faut créer un écosystème. Et il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. Il faut que tout aille très vite. Et puis, et finalement, à force de travailler comme ça, on a créé des écosystèmes qui sont extrêmement fragiles et qui sont surtout hors sol. Alors qu'on va peut-être mettre un peu plus de temps pour créer ce type de structure, de projet et d'offre, mais dans la durée et par rapport à la situation qu'on traverse actuellement, eh bien, ils vont être beaucoup, beaucoup plus stables. Donc, le marché est généraliste, la niche est spécifique. L'éco-responsabilité, aujourd'hui, est un marché. D'accord? Donc, c'est très généraliste. Alors que si je prends par exemple des niches comme l'écotourisme, d'accord? Et l'écotourisme, ce n'est pas le tourisme écologique et ce n'est pas le tourisme de nature.
le slow tourisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui orientent, je travaille avec plusieurs personnes qui utilisent les médecines naturelles pour créer justement des séjours extrêmement thématiques, et cetera. Le bien-être, donc avec des approches bien spécifiques, on est sur des niches de marché et il est important de les aborder différemment que juste le sujet de l'éco-responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à la fois éco-responsable, mais qu'on a une autre approche au-delà de l'éco-responsabilité. En 2 mots, parler la langue d'un client, il va vous entendre et c'est OK. Parler le langage, au fait, de votre client, il va vous comprendre et du coup, il va interagir avec vous. Et pour moi, c'est la grande différence entre justement une offre qui s'adresse à un marché et une offre écotouristique qui va cibler une niche bien spécifique. Et donc, il y a une différence entre le tourisme de nature et l'écotourisme. Ce que j'ai vu à Saint-Guillaume-du-Désert, c'est du tourisme de nature et c'est un tourisme de masse. Il est éco-responsable sur certains aspects, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, eh bien, ce touriste contribue d'une manière ou d'une autre à la gestion d'un site. Bien au contraire, il nous coûte de l'argent. C'est exactement ce qui se passe aussi dans ce territoire dans lequel je vis, dans le parc national. Eh bien, le tourisme, certes, il contribue de manière globale, mais lorsque l'on regarde les impacts de cette industrie touristique aujourd'hui à l'échelle de la planète, c'est quand même l'une des industries les plus polluantes et qui génère énormément de déchets, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans les conflits d'usage, etc. Donc, c'est vraiment une industrie qui est complexe. Et ce qu'on a vécu en 2020, ben, pour moi, c'est l'opportunité aujourd'hui de revisiter tout ça et de nous adresser de plus en plus à cet écotourisme, d'autant que on a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui sont dans cette transition écologique et humaine et on a pris conscience qu'il fallait que l'on change beaucoup de choses si en tout cas on veut continuer à vivre sur cette planète sereinement. Donc le tourisme de nature, c'est un tourisme qui est éco-responsable, mais c'est un touriste qui va être infidèle et qui va nous amener continuellement à créer des offres sèches. Aujourd'hui, je parle globalement de comment entreprendre en écotourisme, mais dans la masterclass sur qu'est-ce qu'une offre écotouristique ciblée, je vous détaille en fait tous ces aspects-là. L'écotouriste, on va dire que c'est un client qui est aware, qui est conscient, qui est engagé. C'est un connaisseur. Il est à la fois sensible à l'éco-responsabilité, mais il va rechercher aussi du sens. Il va rechercher cette expérience, il va rechercher un autre rythme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le slow tourisme est extrêmement intéressant parce que, eh bien, dans ce monde dingue dans lequel on amène le client à ralentir et ça lui fait du bien, au fait. Et donc, il rentre dans une bulle qui est complètement différente. Et donc, il va aussi, son objectif, c'est de jouer un rôle. C'est le principe de contribution. Et aujourd'hui, le principe de contribution est un critère de fidélisation de clients qui est extrêmement important. Et donc, ça va vous permettre aussi, non pas de créer une offre sèche, mais de créer une offre unique et évolutive, ce que j'appelle une offre signature. Et une offre signature, eh bien, c'est une offre que vous allez pouvoir décliner dans le temps, mais décliner aussi dans les services, en allant par exemple d'un service moyen familial à un service extrêmement précis haut de gamme. Et du coup, eh bien, vous allez créer cette niche de clients qui va vous permettre de répondre à un besoin spécifique, à une période spécifique. Et il y a de la clientèle pour cela. Donc, cette offre thématique ciblée, elle part de vous finalement, de votre expérience et de ce que vous avez envie de partager avec l'univers de votre client. Elle est construite sur votre message intrinsèque, votre message, ce que j'appelle votre légende personnelle. C'est quoi votre histoire et comment le lieu que vous avez choisi porte et vous permet de décliner. Et du coup, votre offre va au-delà parce qu'elle va rayonner sur votre site qui va devenir une véritable destination écotouristique. Donc, cette offre,
elle est basée sur un axe central. C'est un message, c'est une thématique et on va décliner cette thématique. Ce n'est pas plusieurs types de séjours qu'on va saucissonner pour créer un package. Non, ce n'est pas du tout ça, au fait. C'est vraiment l'inverse. Si on part d'une idée centrale et on va construire autour de cette idée tout un parcours finalement, et le séjour devient le parcours, mais dans ce parcours, il y a une seule offre thématique. Et du coup, vous allez connecter ce qu'on appelle votre avatar, et c'est vraiment votre avatar dans ce cas-là, parce que ce qui va l'intéresser, c'est toute cette thématique qu'il va décliner, qu'il va déployer à travers le processus du séjour que vous allez lui proposer. Et du coup, eh bien, ça devient une offre évolutive, une offre que vous allez pouvoir décliner selon les 4 saisons, selon des thèmes différents, selon des partenariats différents, mais tout va tourner autour du centre, autour de l'axe que vous avez choisi, autour de l'histoire que vous allez créer et que vous allez faire évoluer avec votre client idéal. Et donc, vous êtes dans un processus de croissance organique et naturel. Voilà en quoi consiste justement cette offre ciblée, cette offre unique en lien avec l'activité écotouristique. Alors même si ce que je vous présente aujourd'hui, voilà, s'adresse à des thématiques plus globales, je pense que chacun de vous a un sujet bien précis. Donc, la question, c'est où est-ce que vous en êtes de votre projet? Je vois que vous êtes toujours très nombreux encore à cette masterclass. Ce que je vous propose, eh bien, c'est déjà, je vais voir. Donc, je vais revenir parce que je vois qu'il y a eu plusieurs. Oh, je connais bien votre lieu de vie, dit Pauline. J'y vais depuis que j'ai 4 mois. Effectivement, les visiteurs ne respectent pas assez le lieu. Ah, ok, on parle du... Oui, oui. Et alors que c'est une très, très, très belle destination. Et c'est une destination sur laquelle il y a différents enjeux de biodiversité. Notamment, c'est un parc national donc marin où on a quasiment les trois espèces de dauphins de Méditerranée. On a des rorquals, on a des tortues de mer. Donc, il y a un enjeu énorme en termes de biodiversité, mais pour l'instant, la grande difficulté, ça reste en effet le tourisme de masse. Alors, Sandrine, pouvez-vous expliquer une destination résiliente? Oui, je vais revenir là-dessus, Sandrine. Donc, si je comprends votre point de vue, un écotouriste est fidèle. Il ne consent plus qu'une seule destination touristique. C'est un peu antinomique avec la vocation du tourisme. Non, oui et non. Rolois, je crois. Alors, oui, il est fidèle, absolument. Alors, il est fidèle à l'expérience que vous allez lui faire vivre, en fait. D'accord? Si, par exemple, on va travailler dans un parc, d'accord, où on a plusieurs ces types séjours, plusieurs offres qui vont être connectées en une offre écotouristique, ce qui est par exemple le cas du Mercantour, eh bien, ça va permettre à une personne de se dire, ben, OK, je vais revenir à l'automne, je vais revenir à l'hiver, je vais revenir au printemps et je vais vraiment découvrir cette expérience de l'écotourisme. Et ce qu'elle va acheter, c'est tout ce concept. Et donc, oui, il y a des personnes qui reviennent pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans sur la même destination pour y vivre une expérience spécifique, au fait. Je suis retournée pendant 4 ans en Mongolie pour expérimenter l'écotourisme dans le désert de Gobi et donc le tourisme communautaire parce que j'ai pu contribuer aussi pendant mes vacances à cela. Donc oui, c'est pour ça que ce n'est pas un marché et que ça reste une niche et que sur une niche, eh bien, on a affaire à une expérience très spécifique et très ciblée. Le marché, lui, il est généraliste, il va bouger constamment et sans arrêt pour zapper sur différentes destinations. Mais demain, si on crée des destinations entières qui deviennent ciblées écotouristiques, ben, ça veut dire que c'est la destination qui devient l'objet du séjour. Qu'est-ce qu'une destination résiliente?
Une destination résiliente, eh bien, c'est une destination qui va rebondir à partir d'une situation de crise, un peu comme le cas des oasis et autres, ou même la Garrocha, où on va partir, par exemple, d'une situation complexe en lien avec une forme de désertification. Donc, la Garrocha, c'était ça, c'était comment transformer une zone industrielle et minière, d'accord, extraction de minerais, puisque c'est une zone volcanique, en une zone agroécologique, au fait. Et donc, toute cette démarche résiliente, c'est qu'on va repartir des ressources intrinsèques de ce lieu pour créer tout le processus de valorisation, de régénération, de restructuration des écosystèmes. Et c'est ce processus-là qui va devenir notre filière écotouristique. C'est en se basant sur chacune de ces étapes pour valoriser l'offre, pour valoriser la ressource qui devient au fait l'objet et le sujet de l'offre écotouristique. Et pour moi, eh bien, c'est ça. C'est une destination qui va être capable de rebondir quelque part en repartant depuis ses ressources. Voilà, donc si vous avez a-t-on une idée de la proportion des écotouristes sur le tourisme en général et leur évolution? Alors oui, Mathieu. Alors aujourd'hui, l'industrie du tourisme donc évolue à peu près à 2-1% au niveau du secteur mondial, et ça, c'était déjà avant la Covid. Après la Covid, voilà, donc c'est un secteur qui a connu tout un effondrement et qui aujourd'hui est en train de se remettre donc en route, on va dire ça comme ça, en sachant que par exemple cette année, dans l'activité touristique, ça va être difficile de répondre aux besoins puisqu'il manque globalement à ce jour 100 000 emplois qui ne seront pas remplacés pour l'instant. En revanche, l'écotourisme, depuis 20 ans dans le monde, sur des niches bien précises, il est passé d'une croissance de 25 à 29%. Et cette croissance, elle se maintient et donc elle croît en fait. Donc oui, cette niche de marché est extrêmement intéressante. Et il y a un ouvrage que je vous conseille, d'accord, qui est super intéressant. Il est en anglais, il est sur le site de l'Organisation mondiale du tourisme, qui s'appelle Ecotourism Guidelines, qui a été réédité justement avec toute une vision nouvelle de l'écotourisme, adaptée à la période que l'on traverse actuellement et qui démontre que l'écotourisme, le slow tourisme, que ces formes de tourisme de niche, eh bien, sont une des solutions les plus pertinentes et encore une fois les plus résilientes en réponse à la période que l'on traverse actuellement. Voilà Mathieu. Alors, je vois qu'il est 12h08, donc j'arrive au bout de cette masterclass. Donc, ce que je vous propose, voilà, si vous avez vraiment une idée de projet que vous souhaitez échanger avec moi, eh bien, je vous propose tout simplement de prendre un rendez-vous, d'accord? Donc, c'est un rendez-vous qui dure une demi-heure à 40 minutes. Donc, on vous a mis le lien d'accès à mon agenda. J'ai ouvert quelques espaces encore donc jusqu'à la fin juillet. Voilà, vous choisissez un jour, une date qui vous correspond, qui me correspond. 24 heures avant, je vous envoie un lien pour vous connecter. On se retrouve en général sur Skype, d'accord? C'est Skype Meeting, c'est un peu comme Zoom Meeting. Et avant, donc, je vous pose quelques questions et vraiment, je ne prends les rendez-vous que pour les personnes qui répondent totalement aux questions, parce que moi, ça me permet de, voilà, de préparer un peu, de voir qui vous êtes, etc. Et ensuite, eh bien, on se retrouve lors du rendez-vous pour échanger autour de votre projet et autour de votre offre écotouristique. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence et de votre participation. Je serais ravie d'échanger avec certains d'entre vous.
Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt. Mélina, Ismaël, Philippe, excellente journée à vous. Enora, ok, super. Ok, super. Merci beaucoup. Waouh, vous êtes très nombreux. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà, je vous partagerai plein d'autres pépites et particulièrement à partir de septembre où il y a plein de nouveaux projets qui vont émerger au fait. Donc, voilà, vous êtes vraiment sur un vrai secteur, mais il faut vraiment l'aborder de la bonne manière. À très bientôt. Au revoir tout le monde.